Un scénario à la Breaking Bad digne des méthodes de la mafia. Une tragique histoire entre frustration et trahison, celle d'une étudiante assassinée dont on a dissous le corps dans de l'acide. C'est la triste affaire que nous allons voir ensemble aujourd'hui. En pleine vacances d'été 2015, début août, ça fait une semaine que personne n'a de nouvelles d'Eva Bourseau. Face à ce silence, une de ses amies entre en contact avec un voisin pour lui demander s'il a vu la jeune femme, mais la réponse est négative. Un matin, durant les jours qui suivent, le voisin en question, qui a donc été mis au courant de l'inquiétude des amis d'Eva, entend la porte s'ouvrir et se refermer. Il sort donc de chez lui, prend l'escalier en colimaçon, arrive au 3e étage devant l'appartement d'Eva et toque à la porte, mais personne n'ouvre. Cependant, quand il rentre chez lui, il entend le plancher grincer au-dessus de son appartement. Il est donc certain qu'il y avait bien quelqu'un chez Eva. Il écrit directement à son ami pour le lui dire. Étant proche de sa maman Sylvie, les deux femmes étaient habituées à communiquer très régulièrement. Sa mère s'inquiète donc rapidement de l'absence de nouvelles de sa fille depuis maintenant 8 jours et prend la décision de venir sur place pour voir si tout va bien. Le lundi 3 août, après sa journée de travail, elle prend la route avec Camille, une amie d'Eva. Vers 21h, les deux femmes arrivent au 38 rue Jean-Baptiste Merly, devant l'immeuble où habite Eva. Face à l'impossibilité de pénétrer chez elle, Sylvie appelle les pompiers. Une fois arrivés sur les lieux, ils finiront par enfoncer la porte. Près de l'entrée, on observe une douzaine de sacs poubelles qui contiennent des affaires appartenant à Eva. On constate aussi un fauteuil renversé, ainsi qu'une serpillière et un pied de biche. Au fond de la pièce, une porte est calfeutrée par du gros scotch et un pull roulé est posé sur le sol. Les pompiers entrent dans la pièce qui se trouve être la chambre de l'appartement. Au pied du lit, ils constatent la présence d'une malle, une espèce de grosse caisse en plastique avec à l'intérieur un liquide rougeâtre et ce qui semble être un corps recroquevillé. Face aux allures criminelles que prend la scène, la police est immédiatement appelée sur les lieux. On fait alors des prélèvements puis on vidange la malle et extrait le corps de l'appartement pour l'emmener à l'Institut médico-légal de Rangueil. La malle contenait pas moins de 28 litres d'acide chlorhydrique. Le corps était très abîmé et en partie dissous. Un bras avait totalement disparu, les os étaient friables et les muscles avaient cuit à cause de l'acide. On voit aussi que le nez est cassé et on constate 2 lésions au niveau du crâne qui semblent avoir été causées par un objet long, ce qui rappelle immédiatement le pied de biche trouvé dans le salon. On veut de suite savoir s'il s'agit de la locataire des lieux. Pour cela, on se renseigne sur les possibles caractéristiques particulières de la jeune femme. On apprend notamment qu'elle avait des piercings et une petite chouette tatouée dans le dos. C'est comme ça qu'on identifiera le corps comme étant le sien. Les techniciens mettront 2 jours à faire toutes les analyses dans l'appartement. En ayant recours au Blue Star, on va découvrir plusieurs traces de sang, notamment sur la crédence de l'évier de la cuisine, sur le canapé ou encore sur la porte de la chambre. On sait aussi que les enquêteurs prendront plusieurs objets dans l'appartement, comme par exemple un emballage de préservatifs,
un soutien-gorge, un ticket de caisse, des mégots, un carnet d'adresse et enfin un mouchoir usagé. La victime était arrivée sur Toulouse 3 ans auparavant. C'était une jeune étudiante passionnée d'art, décrite par ses proches comme excentrique, curieuse, lumineuse, cultivée, pétillante et drôle. Elle a malheureusement été assassinée le 26 juillet 2015 à l'âge de 23 ans. Eva Bourseau sera enterrée au cimetière de Cornebarieux. Béatrice Weber, la tante de la victime, déclarera au sujet de cette journée. Quand on va le jour de l'enterrement faire nos adieux à Eva, on a une bâche, nous. On fait nos adieux devant une bâche. On ne voit pas son visage, on ne pourra plus la voir. On a juste ça. À ce moment-là, la dernière image qui nous reste, c'est une bâche. Voilà ce qu'on a laissé à sa mère. Les enquêteurs n'auront pas à chercher longtemps avant qu'un individu ne se présente dans le cadre de cette affaire, puisque le 5 août, un jeune homme répondant au nom de Taha Emrani Alaoui se rend au commissariat central de Toulouse avec sa petite copine pour accuser son ami Zakaria Banouni du meurtre d'Eva Bourseau. Ce dernier lui aurait avoué être l'auteur et avoir agi pour une dette de drogue de 6 000 €. Taha raconte que Zakaria aurait frappé Eva avec un poing américain avant de l'étrangler pendant 10 à 15 minutes pour la tuer. Taha Emrani Alaoui est un jeune homme marocain de 21 ans au moment des faits. Il est arrivé en France en 2013 après l'obtention d'un bac mention très bien. Il était scolarisé à l'École nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications, une école d'ingénieurs à Toulouse. Il rencontre Zakaria Banouni 10 mois plus tôt à la bibliothèque. Zakaria a 18 ans, tout comme Taha, il est intéressé par les sciences. Il a d'ailleurs gagné la première place aux sélections régionales pour les Olympiades de sciences de l'ingénieur en présentant un projet conçu autour d'une main articulée qui permet la communication avec les personnes malentendantes. Il a fréquenté le lycée Général Pierre de Fermat et a décroché un bac scientifique avec mention bien avant de se diriger en prépa maths sup. Au moment des faits, les deux amis avaient plus ou moins arrêté le supérieur, notamment Zakaria qui était devenu totalement dépendant aux substances psychoactives et dont les parents luttaient pour la réinsertion dans le milieu professionnel et universitaire. Un point important à noter est que les deux étudiants consommaient énormément de substances. Leur relation s'est construite peu à peu autour du deal et d'une consommation grandissante. Ils pouvaient consommer aussi bien du cannabis que de la MDMA, de l'ecstasy, du speed, du LSD, de la cocaïne, de la morphine ou encore de l'atropine. C'est dans le cadre des soirées toulousaines qu'ils ont rencontré Eva Bourseau qui consommait, elle aussi, un certain nombre de drogues différentes. Les trois étudiants dealaient donc en se fournissant auprès d'une quatrième personne qui sera présentée par Taha auprès des policiers comme l'instigateur du meurtre. Ce dernier lui aurait demandé de récupérer de l'argent chez Eva. Le fournisseur en question, Guillaume Alain, surnommé le Chinois, est un jeune homme d'origine asiatique qui a 23 ans à cette époque et est en école de commerce. L'instigateur présumé selon les accusations de Taha Emrani Alaoui sera arrêté durant une leçon d'auto-école très peu de temps après ses déclarations. Guillaume admettra connaître les trois protagonistes mais niera toute implication dans le crime. Finalement, on ne trouvera son visage sur aucune image de caméra de surveillance et Taha finira par avouer qu'il n'était pas du tout le commanditaire. Guillaume sera donc blanchi dans cette affaire, mais passera devant le tribunal correctionnel en octobre 2018 pour trafic de stupéfiants. Suite à ces accusations mensongères et au blanchiment du troisième suspect, Taha Emrani Alaoui et Zakaria Banouni seront mis en examen pour assassinat. Maintenant, je vais vous relater tout ce qui s'est réellement passé ce fameux 26 juillet 2015. Zakaria Banouni affirmera que Taha Emrani Alaoui lui aurait confié avoir de nombreux problèmes financiers suite à un vol et qu'il serait forcé de rentrer au Maroc s'il ne trouvait pas de solution. Il a alors commencé à parler d'un projet de cambriolage chez la victime, Eva Bourseau, étant lui-même certain qu'elle avait de l'argent et qu'elle serait à une soirée. Aux alentours de 22h ce soir-là, ils arrivent en bas de son appartement. Ils sonnent pour vérifier si elle est présente et Eva répond. Ils décident donc d'attendre encore dans l'espoir qu'elle s'absente au cours de la nuit. Ils reviennent vers 1h30, sonnent à l'appartement et Eva répond à nouveau. Ils prennent tout de même la décision de monter dans l'appartement.
Les complices déclareront ne pas avoir eu le courage d'utiliser le poing américain qu'ils avaient pris avec eux dans le but d'intimider la victime. Au lieu de cela, ils s'installeront avec elle autour de la table basse du salon et consommeront plusieurs stupéfiants jusqu'à 4 heures du matin en regardant la télé. Les deux amis décideront de repartir, mais une fois dans la rue, Taha s'inquiète de ne pas pouvoir rembourser ses dettes et exprime sa volonté de remonter chez Eva. Taha retourne donc sonner à l'interphone en prétextant avoir oublié ses clés chez elle. Zakaria Banouni sera le premier à entrer dans l'appartement et aussi le premier à la frapper avec le poing américain qu'il tenait dans sa main. Il lui donnera un premier coup pour la faire reculer. La jeune femme aurait alors commencé à crier et à courir dans son appartement pour tenter de s'échapper, mais Zakaria l'aurait poursuivie jusqu'à réussir à la rattraper et à lui asséner 3 autres coups au visage et dans le dos. Suite à ces premières violences, Taha Emrani Alaoui demandera à Eva où elle cachait son argent, ce à quoi elle répondra qu'il se trouvait dans une boîte près du canapé. Taha cherchera mais ne trouvera rien. Il revient donc vers Eva et commence à la frapper avec le pied de biche qu'il avait avec lui. Il lui assénera à peu près 6 coups sans s'arrêter selon le témoignage de son complice. Il retournera voir près du canapé et trouvera finalement la boîte en question qui contenait entre 950 et 1150 € selon les différentes sources. Il s'assiera alors pour compter les billets pendant qu'Eva suffoquait à terre près de lui. La jeune femme décédera d'une asphyxie suite aux coups reçus. Les deux auteurs se rendront rapidement compte de la mort de l'étudiante, c'est à ce moment précis qu'ils aperçoivent dans la cuisine des sachets de sucre bleu. Ils déclareront avoir fait le rapprochement avec la série Breaking Bad et plus précisément la méthamphétamine. C'est là que les deux hommes se remémorent une scène de la saison 1 durant laquelle 2 personnages tentent de faire disparaître un corps dans une baignoire remplie d'acide. Leur plan pour dissimuler le meurtre est alors tout trouvé. Ils vont dissoudre le corps d'Eva pour ensuite se débarrasser des restes dans la Garonne ou dans les bois alentours. Quand les deux hommes quittent l'appartement ce matin-là, Taha vomit en descendant les escaliers de l'immeuble. Concernant ce qui va suivre, il déclarera lors du procès « On était déjà dans l'horreur et on n'a pas su s'arrêter ». Les deux complices se sont donc rendus au casino de la place Saint-Georges afin de se procurer 3 bidons d'acide chlorhydrique. Ils ont ensuite mis à profit leurs connaissances en chimie afin d'acheter une malle place Esquirol dont le type de plastique résisterait à l'acide. Ils retournent alors à l'appartement d'Eva afin de nettoyer le sang avec la serpillière que l'on retrouvera par la suite et mettront le corps d'Eva Bourseau dans la malle en plastique. Les bidons ne suffiront pas pour mener leur plan à bien. Ils devront racheter pas moins de 12 bouteilles et rajouter de l'acide quotidiennement pour accélérer la décomposition du corps. Taha Emrani Alaoui avouera avoir dû poser un tissu noir sur le visage d'Eva parce que la vision de ses yeux lui était insoutenable. Il déclarera à ce sujet « J'ai vu ses yeux d'un bleu magnifique fumer, se décomposer. Il sortait de son crâne. » Les deux compères aspergeront l'appartement de bombes désodorisantes afin de camoufler l'odeur, et pour aller plus loin, Zakaria Banouni ira acheter du scotch qu'il disposera autour de la porte. C'est d'ailleurs à ce moment précis que le voisin du dessous est venu toquer à la porte pour savoir si c'était bien Eva qu'il avait entendu. Zakaria confiera être resté immobile et silencieux en attendant que ce dernier reparte. Enfin, leur plan était de camoufler la mort de la victime en fugue, c'est pourquoi quand la police est arrivée sur place, on a trouvé plusieurs sacs poubelles contenant les affaires d'Eva qui devaient initialement être jetées. Quand on entend tout ça, on ne peut qu'être interpellé par le contraste entre le profil des accusés, qui est plutôt atypique, et l'horreur des faits commis. Taha est décrit comme une personne cultivée, intelligente, à l'écoute, gentille et généreuse. Zakaria, quant à lui, est dépeint comme quelqu'un de talentueux, serviable, aimant et attentif envers ses proches. Les personnes de son entourage ont témoigné de leur incompréhension face au crime. Un de ses bons amis dira « J'ai dû faire quasiment 2 nuits blanches coup sur coup. Comment la personne que je connais, qui n'aurait jamais fait de mal à qui que ce soit et qui jouait la veille au trampoline avec mon petit frère de 10 ans, avait pu en arriver là. Ça a été une vraie claque. J'ai été m'isoler et j'ai fondu en larmes. Je me suis demandé si en fait je le connaissais vraiment. Un sentiment de trahison ou quelque chose qui s'en rapproche. Le choc de ce qu'il avait fait.
Notre amitié était peut-être basée sur quelque chose de faux. Maintenant, si on doit s'interroger quant à ce qui a pu les conduire à passer à l'acte, ce n'est pas dans leur enfance qu'on trouvera quoi que ce soit. Contrairement à beaucoup d'accusés, on ne leur connaît aucun événement traumatique durant cette période. Zakaria Banouni est issu d'une famille modeste mais n'a jamais manqué d'amour. Il est choyé et proche des membres de sa famille. Taha Emrani Alaoui a lui aussi été entouré. Il vient d'un milieu favorisé, plutôt aisé puisqu'il fait partie de la lignée royale du Maroc. Son père est journaliste et sa mère était chef de laboratoire et a quitté son travail pour se consacrer à l'éducation de ses enfants. Elle est décrite comme attentive et douce vis-à-vis d'eux. En dépit d'une enfance classique, on a tout de même pu relever certains événements qui ont pu fragiliser les deux auteurs selon leur dire. Par exemple, Zakaria perdra un ami proche durant l'adolescence. L'ami en question se suicidera et Zakaria se tiendra pour responsable de sa mort. L'histoire étant que son camarade avait besoin d'une calculatrice pour un examen et a demandé à Zakaria s'il pouvait lui prêter la sienne. Il a alors refusé pour plaisanter et est arrivé avec en cours le lendemain. Malheureusement, pendant la nuit, son ami s'était donné la mort. C'est un événement qui, semble-t-il, a profondément marqué Zakaria, ce dernier sombrant petit à petit jusqu'à abandonner ses études. Taha Emrani Alaoui, quant à lui, grandit en ayant un sentiment proéminent d'étouffement dû à ce qu'il perçoit comme une pression sociale et scolaire. Sa motivation était de faire aussi bien que sa sœur aînée devenue ingénieure. Il éprouvera cependant de la difficulté à s'intégrer au sein de son école et sera marginalisé, s'enfermant de plus en plus dans un état d'esprit de concurrence. Enfin, il rate le concours d'entrée de l'école polytechnique d'un quart de point, et c'est suite à cet échec qu'il va tomber davantage dans la consommation. Cela me permettait de relâcher la pression. Je n'ai pas digéré de rater le concours de polytechnique et je me suis construit sur cette frustration. J'étais prêt à tout pour combler ce sentiment et ma solitude par n'importe quoi. Je trouvais un refuge, une sorte d'exutoire dans les drogues. Vous l'aurez compris, pour ces deux amis qui ont connu des échecs similaires durant une même période, les substances psychoactives deviennent une échappatoire partagée qui leur permet de ne pas avoir à affronter une réalité trop douloureuse et décevante. L'expert psychiatre expliquera à la cour que les stupéfiants leur permettaient de chasser la pensée d'une perte définitive de leur idéal. Il parlera d'un comportement dit boulimique pour combler un vide. Cette polytoxicomanie changera le comportement des deux hommes et modifiera les liens qu'ils entretenaient jusqu'alors. Une connaissance aux deux accusés dira avoir été témoin de leur déchéance, expliquant avoir vu les discussions intellectuelles peu à peu disparaître au profit d'une pensée qu'il qualifiera de chaotique. Il assurera que leur consommation excessive avait profondément modifié leur rapport au monde, leur relation avec les autres et leur perception de la réalité. Taha lui-même reconnaîtra: avec la drogue, vous n'avez plus de limites, morales ou éthiques. Enfin, un élément qui me semble important à évoquer concernant les motivations des auteurs à passer à l'acte concerne le rapport entre les deux étudiants et la victime. Zakaria Banouni, lui, manifeste peu d'intérêt vis-à-vis d'Eva Bourseau de son vivant. Taha Emrani Alaoui connaissait mieux Eva et semblait lui vouer une sorte de fascination. Il ira jusqu'à parler d'elle à sa petite copine de l'époque en la décrivant comme jolie et cultivée. On retrouvera également plusieurs photos de la victime dans son téléphone. Eva avait d'ailleurs rapporté à différents amis que Taha lui avait fait des avances mais qu'elle avait refusées. Tout le débat s'articulera autour de la responsabilité des accusés individuellement et de la drogue en elle-même. On sait que c'est Zakaria qui entrera le premier dans l'appartement, qui frappera dès son arrivée, qui retournera acheter de l'acide seul, ainsi que du ruban adhésif avant de se rendre à nouveau à l'appartement pour calfeutrer la porte. Mais c'est Taha qui proposera l'idée du cambriolage, qui donnera les coups mortels, qui comptera l'argent près d'Eva agonisante, qui aura l'idée de dissoudre le corps et qui dénoncera son complice en tentant de lui faire porter la totalité de la responsabilité. On peut donc dire que c'est Taha qui a eu un rôle de commanditaire dans l'affaire. Le psychiatre expert dira d'ailleurs à son sujet qu'il était doté d'une maîtrise de ses émotions hors du commun. Maintenant, si l'on s'intéresse à leur relation, on voit qu'ils étaient dans une amitié dite exclusive avec un certain niveau d'intensité. On peut aussi constater, malgré leur interdépendance concernant le passage à l'acte, une asymétrie avec une personnalité beaucoup plus forte chez Taha Emrani Alaoui. Dans leur dynamique relationnelle, on comprend que c'est Taha qui a l'ascendant aussi bien dans le business
que dans leur rapport personnel. On sait par exemple que c'est lui qui consomme et vend en premier, lui encore qui entraînera Zakaria dans ce milieu, enfin, lui qui gérait approximativement 70% du trafic, tandis que Zakaria ne s'occupait que des 30 restants, son activité consistant principalement à écouler les produits de son ami. Taha était en quelque sorte un modèle pour Zakaria et l'impressionnait beaucoup. Zakaria déclarera à ce sujet « Je voulais me reconnaître en lui. J'étais plein d'admiration pour lui. Son assurance, c'est la première chose qui m'a marqué. Le fait qu'il était marocain et qu'au fond de moi, j'ai toujours porté un désir identitaire. Son prestige. Il m'a tout de suite dit qu'il était à l'N7. » On sait que c'est Taha qui convaincra Zakaria de participer au cambriolage par le biais d'une espèce de chantage émotionnel. Zakaria témoigne. « Si je tenais vraiment à ce qu'on ne soit pas séparés, qu'on reste ensemble, il m'a dit qu'on devait faire ça. J'étais réticent d'abord. Lui, il voyait ça comme la fin de son voyage en France, et moi, comme la fin de notre amitié. » L'expert psychiatre expliquera à ce sujet que la relation avec Taha occupait une telle place parce qu'elle prenait racine dans le sentiment de perte de Zakaria, l'accusé occupant, en quelque sorte, la place de son ami décédé quelques années auparavant. Durant le procès et toute la couverture médiatique, la famille d'Eva Bourseau a beaucoup souffert de la façon dont on a pu dépeindre la victime, par le contraste entre l'image de junkie qu'on insufflait à Eva et le fait qu'on décrive les accusés comme des prodiges absolument brillants. Le procès se tiendra en décembre 2018 devant la cour d'assises de Haute-Garonne. La différence entre les deux accusés sera à nouveau soulignée au travers de leur attitude. Zakaria regardant le sol en permanence, Taha adoptant une attitude beaucoup plus frontale, qualifiée d'arrogante. C'est le 21 décembre, après 4 heures de délibération, que le verdict tombe. Taha Emrani Alaoui sera condamné à 30 ans ferme et Zakaria Banouni à 25 ans. La cour d'assises accorde aussi une indemnisation de 40 000 € à chacun des parents d'Eva Bourseau. Aucun des deux accusés n'a fait appel de sa condamnation. Les parents de Zakaria Banouni étaient présents au procès et continuent de lui rendre visite en prison. Pendant son incarcération ces 2 dernières années, il a obtenu une licence d'anglais et a commencé des études en lettres modernes. Les parents de Taha n'étaient quant à eux pas présents au procès et n'ont pas payé les avocats de leur fils. Ils ne sont pas non plus allés le voir depuis son incarcération. En détention ces dernières années, Taha a obtenu une licence de mathématiques. Dans une lettre envoyée à son ex-petite amie, Taha Emrani Alaoui écrit « Je ne passerai pas plus de 5 ans en prison. On ne garde pas les profils comme les miens. J'ai vu un reportage à la télé où un homme est sorti au bout de 4 ans après avoir passé sa licence. Les études seront mon ticket de sortie. » Plutôt que de vous laisser sur ces belles paroles, je vais maintenant terminer sur 2 extraits du discours des parents d'Eva Bourseau parce que je pense qu'il est important de leur accorder une place dans cette vidéo et qu'il faut garder en tête l'impact que ce genre d'acte peut avoir sur la vie d'un père et d'une mère. Sylvie, la maman d'Eva Bourseau, nous raconte « Dans ce monde qui n'est plus le mien, je me réfugie dans les rêves. Elle me manque tellement. Parfois, je vois sa silhouette dans la foule, dans la rue, à une terrasse de café, un arrêt de bus. » Christophe, le papa d'Eva Bourseau, dira quant à lui « Même la peine de mort aurait pas suffi à notre peine. Moi, je n'aurai jamais de compassion pour eux. Je n'ai qu'une chose en tête, c'est de la rejoindre. Mes proches me disent que je suis trop jeune. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il me reste ? Sur ces paroles touchantes se clôt cette vidéo. Si tu as apprécié, je t'invite à me laisser un like, à t'abonner en activant les notifs et à partager mon travail à tes proches. Moi je te dis à très bientôt pour un nouveau profil. Prends soin de toi. I am walking down the street.
street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain